Bon, bonjour à tous et merci d'être venus nombreux et nombreux à ce séminaire. Pour moi, ça sera sûrement le dernier puisque je quitte la Suisse en janvier. Donc, je suis très content d'avoir ce petit moment d'adieu avec vous. Donc, contrairement à mon habitude, je vais essayer de ne pas partir dans le décor et de faire un truc compréhensible du début jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas, ça va trop lentement à dire que ça va trop lentement ou ça va trop vite à dire que ça va trop vite. Donc aujourd'hui, le sujet que je vous propose de regarder ensemble, c'est un cas d'école de ce qu'on appelle la théorie géométrique des invariants, qui consiste en gros, donc que je ne connais pas personnellement, moi je n'ai pas encore beaucoup étudié ça, mais qui consiste en gros à étudier les systèmes, les objets mathématiques à l'aune de leur symétrie, et ces symétries sont souvent encodées par un couple. Donc là, en l'occurrence, les objets qui vont nous intéresser, c'est les matrices carrées à coefficients complexes, donc que je noterai toujours math M. Et le groupe qui va encoder des symétries sur cet objet, c'est l'ensemble des matrices carrées inversibles qu'on note comme d'habitude GLM. Donc on va commencer par déjà définir un peu les termes de notre problème. Donc qu'est-ce qu'un polynôme invariant? Quand on parle de polynôme en mathématiques, ça signifie qu'on se positionne dans le cadre de la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, c'est étudier des objets de la géométrie usuelle, des paraboles, des hyperboles, des droites, des objets plus compliqués, par des outils d'algèbre. Et en fait, beaucoup d'objets que vous avez vus, que vous allez voir en algèbre linéaire, en théorie des matrices, sont en fait des objets qui relèvent de la géométrie algébrique. D'abord, Maten, en tant qu'espace vectoriel, est un objet de la géométrie algébrique. En fait, c'est l'objet le plus simple, c'est juste un espace vectoriel. Et on va voir aussi que GLM, l'ensemble des matrices inversibles, est aussi un objet de géométrie algébrique. Il va falloir comprendre pourquoi. Donc, pour ceux qui ont assisté à mon précédent talk sur les algèbres de Lie, on va retrouver une vieille amie qui est l'action adjointe de GLM sur Maten. Alors, qu'est-ce que c'est l'action adjointe? Vous prenez une matrice inversible appartenant à GLM et vous allez la faire agir sur une matrice carrée appartenant à Maten pour vous redonner une matrice appartenant à Maten. Et comment vous faites ça? Vous prenez G et X et vous renvoyez G, X, G moins 1. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'action adjointe. De GLM sur Maten. Qui est en bachelor première année? Ok, très bien. Ça fait sens, ça, pour vous? Vous reconnaissez quelque chose? Vous reconnaissez quoi? Une action. Vous reconnaissez une action, mais quelle action en particulier? Conjugaison. Conjugaison. C'est en fait le changement de base. Cette action, si on l'interprète d'un point de vue géométrique, c'est regarder l'espace des matrices, enfin regarder les opérateurs linéaires suivant différents points de vue. On change de base. Donc, cette action elle est extrêmement importante dans beaucoup de théories mathématiques liées aux matrices. Et c'est celle-là qu'on va considérer. On va voir que cette action, elle aussi, relève de la géométrie algébrique. Donc, comme je l'ai déjà dit, Maten, c'est un espace vectoriel de dimension n carré. Donc, quelque chose qui fait sens sur les espaces vectoriels, c'est de regarder les polynômes. Les polynômes sur Maten, par définition, les polynômes sur n carré variable. En géométrie algébrique, les polynômes ils jouent le rôle d'observable. C'est-à-dire que c'est des outils qui vont nous permettre, par des moyens algébriques, de comprendre la structure géométrique de l'objet. Donc, Maten, c'est un espace vectoriel, et l'ensemble de ces observables, l'ensemble des outils qui permettent
de l'étudier, c'est les polynômes n carré variables. GLN, l'ensemble des matrices inversibles, on voudrait aussi lui donner une structure intéressante pour les polynômes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire regarder un polynôme sur GLN? Qu'est-ce que ça veut dire être un polynôme sur GLN? La question, elle n'est pas évidente parce que GLN, ça n'est pas un espace vectoriel. Une chose qu'on sait faire, c'est regarder les polynômes sur les sous-variétés d'un espace vectoriel. Une sous-variété dans un espace vectoriel, c'est un ensemble V, par exemple dans Mathène, qui est défini comme étant le lieu des zéros dans certains systèmes d'équations polynomiales. Donc, première question que je vous pose, est-ce que GLN c'est ça d'après vous? Est-ce que GLN c'est une sous-variété de Mathène? Est-ce que c'est le lieu d'un certain nombre de zéros d'un polynôme? Peut-être que les premières années, c'est un peu difficile comme question pour vous, mais les deuxièmes années. Comment vous définissez l'ensemble des matrices inversibles? Je suis en train de faire un flop, c'est terrible. Oui, oui. Oui, l'ensemble des matrices inversibles, c'est l'ensemble des matrices X telles qu'il existe Y, telles que X fois Y est égal à 1. Ensuite, on vous a donné des critères. L'ensemble des matrices X dont le déterminant ne s'annule pas est l'ensemble des matrices inversibles. Et l'ensemble des matrices, pour ceux qui ont fait de la topologie, c'est ce qu'on appelle un ouvert. Donc toutes ces raisons nous portent à penser que ça, c'est même pas la peine d'y penser. D'accord? En tout cas, ça ne va sûrement pas être une variété fermée, une sous-variété fermée de Mathène. Et en fait, l'astuce, quand on veut définir une structure polynomiale sur un ouvert comme ça, on peut faire la chose suivante. Vous prenez par exemple la droite des réels et vous enlevez un point. Vous obtenez R étoile par exemple. Donc R étoile, c'est un ouvert. Pour ceux qui savent ce qu'est un ouvert. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ouvert, ben, c'est le futur. Et en fait, vous pouvez le transformer en fermé en augmentant les dimensions. Je prends une hyperbole, d'accord? En gros, je prends cette demi-droite-là et je la courbe pour en faire une première branche d'hyperbole. Je prends cette deuxième droite-là et j'obtiens une deuxième branche d'hyperbole. J'obtiens un ensemble H. Et en fait, H, c'est l'ensemble des points x, y dont le produit est égal à 1. C'est l'équation d'hyperbole. Et ça, par contre, ça va être fermé, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, dans R carré. Et c'est même plus que ça, c'est défini comme étant les zéros de l'équation polynomiale x carré moins 1. X fois y moins 1. Et donc cet objet-là, comme il est défini avec une équation polynomiale, il devient un objet géométrique de la géométrie algébrique. Si vous voulez faire de la géométrie algébrique sur un objet, le moyen le plus simple, c'est de réussir à ramener votre objet à une équation polynomiale. Donc on peut le faire pour GLN, par exemple. Et GLN, en un sens, vous pouvez le voir comme l'ensemble des couples XZ, où X est une matrice, et Z est un nombre complexe, tel que le déterminant de X, Z, est égal à 1. Et en fait, Z, il va jouer le rôle de déterminant de X, puissance moins 1. Ouais, vas-y, pose ta question. Pour quelle raison avez-vous effacé l'égalité et remplacé par entre GLN et jeu juste il y a 2 secondes? Parce que qu'en fait, c'est exactement la même chose qu'ici. J'ai quelque chose d'ouvert qui serait GLN, ma droite privée d'un point, et je le déforme pour le transformer en quelque chose de fermé, mais dans un espace de dimension plus grosse. Donc ça, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment fondamentalement le même objet,
mais ils sont en bijection. Et en fait, celui-là, il vérifie une équation polynomiale. D'accord? Vous savez que le déterminant, c'est un polynôme. Vous savez ça? Donc ça, cette équation-là, ça nous fait une équation polynomiale. Vas-y, pose cette question. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en bijection, vu qu'on peut avoir deux matrices différentes qui ont le même déterminant, et du coup qui seraient envoyées sur le même. Oui, c'est vrai. Et là, mon ensemble, ce n'est pas l'ensemble de ces valeurs-là, c'est l'ensemble de ces couples-là. Une fois que ta matrice X inversible est choisie, Z, il est entièrement déterminé comme étant l'inverse de son déterminant. Donc, tu n'as pas de degré de liberté là-dessus, tu vois. C'est exactement comme la parabole. Une fois que tu as choisi l'abscisse différente de 0, tu as immédiatement Y. Et donc ça nous permet de construire une fois. Si on travaille sur cet objet-là, on ne sait pas trop créer de polynôme. Et si on travaille sur celui-là, on sait en fait. Ce qu'on va dire, c'est que les polynômes sur GLN, par définition, ça va être des polynômes sur les coefficients habituels des matrices, d'accord? Les mêmes indéterminés qu'ici, les mêmes variables qu'ici. Donc, on a une carré. Et on rajoute une autre variable qui est liée au précédent, qui est 1 sur le déterminant. Et on va dire qu'une expression polynomiale sur GLN, c'est une expression polynomiale en les xi, donc les formes coordonnées, les coordonnées de la matrice, et éventuellement des expressions en 1 sur le déterminant de la matrice. Et ça, on dira que ce sont les polynômes de GLN. Pourquoi c'est important de prendre en compte ces 1 sur déterminant? Parce que je vais vouloir que la fonction g associe g-1 soit une fonction polynomiale. Et normalement, vous connaissez la formule de la comatrice. L'inverse d'une matrice, c'est 1 sur son déterminant fois la transposée de la matrice des cofacteurs. Et donc là, on voit bien qu'avec cette définition-là, g puissance moins 1, c'est une fonction dont les coordonnées sont polynomiales en les coordonnées de la matrice et 1 sur le déterminant. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous avez des questions, vous pouvez continuer d'en poser. Et donc, en fait, la chose qu'on peut déduire de ça, c'est que l'action adjointe est polynomiale. Donc, tout le cadre qu'on a là se fait bien au sein de la géométrie algébrique. Et dès le moment où vous avez une action polynomiale comme ça, de ce qu'on appelle un groupe algébrique sur une variété algébrique, la question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les polynômes qui sont invariants par l'action? C'est-à-dire, je prends un polynôme, je modifie la variable en entrée par l'action, et je veux que les valeurs ne changent pas quand je me balade sur une orbite de l'action. Définition. Un polynôme invariant est un polynôme de Matel tel que, quel que soit G appartenant à VLM, quel que soit X appartenant à Matel, si je calcule P de Gx, G-1, je vais obtenir la même chose que si j'avais calculé P de X. D'accord? Donc, question, est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie ce genre de problème? Déterminer tous les polynômes qui sont invariants par une certaine action. Bon, la base, ça pionce. Ouais. Soit plutôt, on cherche les points fixes de l'action plutôt. Comment ça, pardon? Parce que j'ai l'impression que ça va revenir à chercher les points fixes de l'action. Ça va revenir à chercher les points fixes, non pas de l'action de départ, mais de l'action sur l'ensemble des polynômes. Exactement. Quand vous avez une action sur un ensemble, ça induit une action sur l'ensemble des fonctions sur cet ensemble. Et une fonction invariante, c'est un point fixe. Donc c'est ça? Ouais. La trace, c'est un polynôme invariant. Vous en avez d'autres de polynômes invariants? Le déterminant. Ça fait un quart d'heure, ok, on est bien. La trace, le déterminant. En fait, il y en a d'autres. Et la promesse que je vous fais, c'est que vous ressortirez d'ici en les connaissant tous.
vous découvrirez au fur et à mesure de vos études que c'est souvent on est plus incapable de classifier les choses que capable de les classifier. Mais... Donc, en l'occurrence, on va trouver tous les polynômes invariants. Et la question que je me posais, c'est est-ce que dans d'autres contextes, on vous a déjà fait étudier les polynômes invariants par une certaine action? Un autre problème classique, c'est vous prenez les polynômes à n indéterminés, n variables, et vous faites agir le groupe symétrique. Vous permettez les variables. Et vous pouvez déterminer tous les polynômes invariants. D'accord? Vous connaissez ce problème-là ou pas? Parce que c'est un problème assez classique, et en fait, les polynômes invariants, c'est les polynômes engendrés par les fonctions symétriques. Si vous avez déjà entendu parler de fonctions symétriques. Non, bon, bah tant pis. Ça sera pour une autre fois. Ça peut donner des idées. Donc voilà, la question qu'on va se poser, nous, c'est déterminer entièrement l'ensemble des polynômes invariants. Et pour cela, on va s'intéresser à un outil très utile qui est celui de matrice compagne. Donc juste une notation avant de passer à la deuxième partie. J'appelle C crochet Maten puissance GLN l'ensemble des polynômes invariants. Donc ça, c'est une sous-algèbre. Tout le monde sait ce qu'est une algèbre? Ok. C'est un anneau avec une structure d'espace vectoriel. Ça peut être une réponse plus claire que... Mais bon, pas grave. En gros, c'est au moins un sous-espace vectoriel de l'ensemble des polynômes. Et donc, c'est une sous-algèbre. Et on va essayer de déterminer explicitement des générateurs de l'algèbre. D'accord? Et si on est capable de déterminer des générateurs, on a explicitement l'algèbre. Ok? Vous avez déjà donné en fait deux générateurs, le déterminant et la trace. Et je prétends qu'on va trouver n générateurs. Et qui vont tous ressembler au déterminant et la trace. On va voir en quel sens. Et je prétends aussi que vous les connaissez déjà. Et ça, c'est une grosse prétention qu'on va voir. Donc maintenant, on s'intéresse à l'outil principal technique de cet exposé, qui est celui de la matrice compagne. Qui a déjà vu une matrice compagne? Okay. Qui a déjà vu une matrice compagnon? Qui a déjà vu une matrice compagnonne? Ça n'existe pas du tout, vous oubliez. Alors, matrice compagne ou matrice compagnon. Compagnon, c'est un peu un anglicisme. Compagne, normalement, si on accorde avec matrice compagnon, matrice compagne, c'est la même chose. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu une matrice compagne, je vais la définir tout de suite. Alors, les matrices compagnes, c'est vraiment un objet qui apparaît partout. C'est vraiment un objet qui apparaît partout. C'est l'objet qui sert en fait à transformer n'importe quel problème d'ordre K en un problème d'ordre 1. Équation différentielle, problème de suite récurrente. Si vous avez un problème d'ordre K, vous pouvez toujours vous ramener un problème d'ordre 1 en augmentant artificiellement les dimensions. Mais je vais expliquer ça tout de suite. Alors, définition. Soit P un polynôme. Alors, un polynôme usuel, hein, un polynôme sur une variable, unitaire, de degré n. La matrice compagne de P est, par définition, c'est la matrice que je vais noter une petite mat minuscule de P, matrice qui a des 1 sur sa sous-diagonale, des 0 ici, et sa dernière colonne, en fait, c'est moins les coefficients du polynôme. Le polynôme, c'est I, somme pour I allant de 0 à -1 des AI, PI, plus des puissances n. Ça vous dit quelque chose, ce genre de matrice, ou pas? Ok. Donc, à quoi servent ces matrices-là? Comme je disais juste avant, elles servent notamment quand vous avez un problème. Par exemple, une équation différentielle d'ordre P, une équation différentielle linéaire d'ordre P. Ouais. Ça serait juste possible de donner un tout petit exemple. Ah, bien sûr. Tu prends P est égal à x3 plus 2x2
T3, pardon, plus 2, plus T2, moins T, plus 0. Sa matrice compagne, ça va être 0, moins 1, plus 1, donc moins 1, moins 2, et on est bon. Si tu mets des 0. D'accord. Ok. Là, c'est la sous-diagonale. Je vais peut-être le faire mieux que ça. Ok. Donc ça, c'est un exemple de matrice compagne. Ça fait combien de temps 25 minutes, ok. Ces matrices-là, elles interviennent notamment quand vous regardez un problème de ce type. Donc vous prenez une suite UK définie par l'équation de récurrence suivante. UK plus n plus somme pour i allant de 0 à n-1 des AI UK plus i est égal à 0. OK. Donc, équation de récurrence linéaire d'ordre 1, 2, 3, 4, ici, d'ordre n. Ça, vous pouvez le transformer en un problème matriciel d'ordre 1 en prenant la matrice compagne. Donc ça, vous pouvez faire les calculs. Enfin, pas exactement la matrice compagne, mais la matrice compagne transposée. Où UK, c'est la colonne constituée de UK jusqu'à UK plus n moins 1. Pour ça, il faut faire le calcul, ok. Et les matrices compagnes, elles interviennent naturellement pour vectorialiser ce problème et se ramener à un problème d'ordre 1. Donc, si vous êtes capable notamment d'étudier cette matrice-là, de trouver ses valeurs propres, de la trigonaliser ou de la diagonaliser, vous pouvez déterminer une expression explicite de votre suite, donc notamment généraliser les expressions des suites arithmético-géométriques, etc. Enfin, là, peut-être pas arithmético-géométriques, des suites géométriques, et, etc. Et vous pouvez, en regardant le module des valeurs propres, déterminer si votre suite va diverger, converger, ce genre de choses. Et vous avez des choses analogues pour les équations différentielles. Donc ça, c'est un problème assez classique. Je ne sais pas si vous le verrez dans un cours d'analyse ou d'algèbre binaire. Et voilà, ça, c'est un exemple d'application des matrices compagnie. C'est quoi le polynôme caractéristique d'une matrice compagne d'après vous? Ouais. Les matrices compagnes, elles servent aussi à créer des matrices. Si vous avez un polynôme unitaire de degré n donné, et vous voulez savoir s'il existe une matrice qui a ce polynôme caractéristique, bah c'est très simple. Vous prenez la matrice compagne. C'est pour ça qu'elle porte ce nom, en fait. Donc, si vous prenez le déterminant de TIN moins AP, vous obtenez le polynôme P comme polynôme caractéristique. Et ça, c'est un exercice. Vous appliquez les règles de manipulation des lignes et des colonnes et vous en sortirez. Ou si vous êtes paresseux comme moi, vous irez voir sur Wikipédia la manière la plus efficace de faire et vous me demanderez à la fin. Mais vous pouvez... En fait, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez développer bêtement par rapport à une ligne, une colonne, c'est ce que j'avais fait, je crois, la première fois que j'avais essayé. C'est un peu laborieux, mais ça marche. Sinon, vous, sur Wiki Université, ça c'est fini. Ça je ne le fais pas. Voilà. Donc, j'introduis juste une notation. J'appelle CMP de N l'ensemble des matrices compagnes. Et j'appelle GLN.CPN l'orbite, l'ensemble des orbites des matrices compagnes. Donc ça, par définition, c'est l'ensemble des Gx, G-1 est une matrice compagne. Et j'ai une matrice inversible.
Donc, c'est l'ensemble des matrices qui sont semblables à une matrice compagne. Est-ce que certaines d'entre vous savent quelles sont les matrices qui sont semblables à une matrice compagne? Oh, c'est bien, vous apprenez des choses. L'ensemble des, si je ne dis pas de bêtises, je pense pas en dire. L'ensemble des matrices semblables à une matrice compagne, c'est l'ensemble des matrices qui ont comme polynôme minimal leur polynôme caractéristique. D'accord? Et nous, c'est pas ce qu'on va prouver. Donc, c'est une caractérisation possible. Une autre caractérisation, les matrices qui sont semblables à une matrice compagne, c'est les matrices qu'on dit cycliques. Est-ce que vous savez ce que c'est une matrice cyclique? Une matrice cyclique, c'est une matrice qui, quand on prend un vecteur et on prend les itérés de la matrice appliqués au vecteur, donc vous prenez un vecteur V et une matrice X, si V, XV, XKVV, etc. engendre C puissance n, on dit que l'endomorphisme est cyclique, que la matrice est cyclique. X est cyclique. Il existe V appartenant à C puissance n, tel que X, tel que V, V, X puissance n moins 1V, engendre C puissance n. OK? Et en fait, ces endomorphismes-là, ce sont exactement des endomorphismes qui appartiennent à l'orbite des matrices compagnies. Okay, donc ça, c'est pas important pour les polynômes invariants, mais c'est juste pour vous donner un peu de contexte sur eux. Donc, gln.cmpn est égal à l'ensemble des matrices cycliques. Okay. Donc ça, c'est pareil, je pense que peut-être à moi, dans quelques temps, en faisant des exercices d'algèbre binaire. Moi, j'ai fait ça en deuxième année de prépa, je crois. C'est un DMO. Donc, les matrices compagnes, c'est un objet quand même assez fondamental de la théorie des matrices. Et nous, elles vont nous être extrêmement utiles pour déterminer justement quels sont les polynômes invariants. Alors là, par contre, l'em important qui va nous servir dans la suite, cette orbite des matrices compagnes, il est dense dans l'ensemble de toutes les matrices. Qui ne sait pas du tout ce que ça veut dire le mot dense dans ce contexte? Toi, tu sais pas? Est-ce que c'est la même chose qu'en analyse? C'est la même chose qu'en analyse, donc c'est quoi en analyse? Comme les Q dans son R. Donc ça veut dire que si je suis un R, à gauche et à droite de moi, il y a un Q. Aussi proche que je le veux. Ouais. C'est exactement ça. Maten, c'est un ensemble de coordonnées, d'accord? C'est n carré coordonnées. Donc, vous pouvez définir une distance sur Maten. Vous pouvez définir une distance en disant OK, je suis proche, si coordonnée par coordonnée, je suis proche. Ça, c'est une façon de définir une distance dans l'ensemble des matrices. Donc, ce que cette proposition-là veut dire, c'est aussi pour tout epsilon, il existe une matrice semblable à une matrice compagne, proche de la matrice que je veux. Donc, toutes les matrices ne sont pas semblables à une matrice compagne, d'accord? Tous les endomorphismes ne sont pas cycliques, mais par contre, aussi proche que je le veux de n'importe quelle matrice, il y a une matrice compagne. Tac. Est-ce que vous avez une idée de preuve de ça? D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu de géométrie algébrique, qui a déjà entendu parler de topologie de Zariski? Bon bah. Non, parce que cet énoncé, il est à la fois vrai pour la topologie usuelle, et pour ceux qui verront un jour de la topologie de Zariski, il est aussi vrai en topologie de Zariski. C'est-à-dire pour une topologie plus faible, où il n'y a même pas de distance, c'est juste des ouverts. Ça, c'est vrai pour C, d'accord? Mais pour les C carrés, Cn, Cn carré, en gros, les fermés de cette topologie, c'est les lieux de zéro d'équation polynomiale.
et qui correspond pour C à des ensembles de complémentaires finis, puisque un polynôme a un nombre fini de racines. Et ça fait... Mais par exemple, le cercle, c'est un fermé de Zariski du plan. Parce que c'est l'équation x carré plus y carré moins 1 égale 0. Et il a une infinité de points, tu vois. Donc voilà, ça, vous le prenez au sens intuitif de, il y a une matrice aussi proche que, enfin, de toute matrice, il y a une matrice semblable à une matrice compagne très proche d'elle, mais ça sera aussi vrai dans d'autres contextes, et notamment celui de la géométrie algébrique. Mais pour nous, ce n'est pas très important. En fait, l'idée de la démonstration, c'est qu'il y a un autre ensemble qui est beaucoup plus facile, qui est dense et qui est beaucoup plus facile à étudier, c'est l'ensemble des matrices dont toutes les valeurs propres sont distinctes. D'accord ? Ok ? Cet ensemble-là, il est dense. Pourquoi ? Si je prends une matrice à coefficient complexe, je peux la trigonaliser. Je peux la regarder dans une certaine base de façon à ce qu'elle soit trigonalisable. Ok ? Et a priori, cette matrice, elle peut avoir des valeurs propres qui sont égales. Ça va? Il y a des gens qui s'en sont. La première, ça ne savent pas ce que c'est une valeur propre. Pardon? C'est la première, je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est une valeur propre. Vous ne savez pas ce que c'est une valeur propre? Ah, Si. oui. N'hésitez pas s'il y a un truc. Les matrices à coefficient complexe, je peux toujours les écrire sous cette forme-là, quitte à multiplier par une matrice de changement de base. D'accord? Est-ce que toute matrice représente un polynôme? Enfin, toute matrice carrée représente un polynôme. Tu veux dire, est-ce que toute matrice carrée est compagne? Enfin, si elle représente un polynôme, bah après, on peut toujours trouver une matrice compagne à côté. En gros, à toute matrice, on peut associer son polynôme caractéristique. Oui. D'accord? Et puis, du coup, grâce Mais à tout polynôme, on peut associer une matrice en prenant la matrice compagne. Mais toutes les matrices ne sont pas des matrices compagnes. Et toutes les matrices ne sont pas semblables à une matrice compagne. Et par contre, ce que dit cet énoncé, c'est que à un petit déplacement près, je modifie un peu mes coordonnées, je vais pouvoir redevenir semblable à une matrice compagne. Mais il faut perturber un peu ma matrice. Il faut lui rajouter un petit epsilon quelque part. Et typiquement, si vous prenez une matrice quelconque, vous la prenez sous sa forme triangulaire, donc ça, vous la prendrez plus tard si ce n'est pas encore le cas, mais je peux l'écrire comme ça, quitte à changer de base. Et après, je peux rajouter des petits epsilon comme ça, epsilon 1, epsilon n, de façon à rendre les valeurs propres légèrement différentes les unes des autres. D'accord? Et je peux le faire pour des epsilon aussi petits que je veux. Et je peux toujours les rendre distinctes avec des epsilon aussi petits que je veux. Et dès le moment où ici, mes valeurs propres sont distinctes, d'accord, une matrice à valeurs propres distinctes, elle va être semblable à la matrice compagne associée. Et ça, c'est un fait qui est un peu subtil à comprendre. Mais en fait, toutes les matrices, réfléchissez-y pour ceux qui savent déjà ce que veut dire semblable, ce qu'est le polynôme caractéristique, ce qu'est le polynôme minimal. Si vous avez n valeurs propres distinctes, deux matrices ayant n valeurs propres distinctes, ayant les mêmes n valeurs propres distinctes, sont toujours semblables entre elles. Pourquoi? N valeurs propres distinctes, ça veut dire qu'elles sont diagonalisables. Elles sont donc toutes les deux semblables à la même diagonale. Donc par transitivité, elles sont semblables entre elles. Donc cet ensemble-là, qui est plus petit et qui est dense par l'argument qu'on vient d'utiliser, est contenu dans l'ensemble des matrices semblables à des matrices compagnes. Donc si je contiens un ensemble dense, je suis moi-même dense, et ça prouve la proposition. Qui n'a vraiment rien compris à ce que je viens de dire. C'est pas grave. Et on admet alors ce résultat qui est que pas loin de toute matrice, il y a une matrice semblable à une matrice compagne. Pourquoi je suis en train d'essayer de prouver ça? Peut-être que cet ensemble-là, il va être plus facile à étudier du point de vue de la théorie des invariants, l'ensemble des matrices compagnes. Et comme il est dense, si je prouve des résultats sur lui pour les polynômes, et que comme les polynômes sont des fonctions continues, un résultat vrai sur un ensemble dense, il devient vrai sur tout l'ensemble, par passage à la limite. D'accord? Si vous avez une fonction continue nulle sur Q, elle est nulle sur R, par continuité et densité. D'accord? C'est exactement le genre de choses qu'on va faire ici. Donc maintenant, il reste 10 minutes pour voir la démonstration, approchez-vous.
On a commencé ça plus tard. Tu peux déborder de Oui, 5. non, mais ça va aller. Allez, plus de 10 minutes à tenir. Détermination. De C maten puissance GLN. Donc, je vous rappelle, ça, c'est l'ensemble des polynômes invariants. Je vous ai dit que vous les connaissiez, les polynômes invariants. Enfin, vous connaissez les générateurs. Où est-ce qu'ils sont cachés, d'après vous? Où est-ce que, dans quel objet mathématique vous voyez conjointement apparaître la trace et le déterminant? Dans quel polynôme vous voyez apparaître les deux simultanément? Exactement. Qui s'est déjà demandé quels étaient les autres coefficients du polynôme caractéristique? Il y en a combien de coefficients dans le polynôme caractéristique? Il est de degré n, le polynôme caractéristique, donc il y en a n plus 1. Mais il est unitaire, donc il y en a un de moins, déjà on le vire. Le coefficient constant, c'est plus ou moins le déterminant. Et le coefficient devant la puissance n-1e, c'est moins la trace. Mais entre ces deux-là, il y en a un tas, en fait. Et souvent, on ne les connaît pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui les connaît? Toi, tu as esquissé un mouvement. Non, non, mais il n'y a pas de souci. De quoi? C'est exactement ça. En fait, les coefficients intermédiaires, vous savez aussi les calculer. Ce sont des mineurs, ce sont des sommes de mineurs, c'est-à-dire des sommes de sous-déterminants. Le déterminant, c'est un déterminant. La trace, c'est une somme de mineurs parce que vous sommez en fait un mineur de taille 1. Prenez chaque coefficient de la diagonale. Et en fait, entre ceux-là, vous avez plein de possibilités. Prendre des mineurs de taille 2, de taille 3, de taille 4. Et en fait, tout ça, ça va donner les coefficients intermédiaires. Donc, je prends qui de x et de t, le déterminant, le polynôme caractéristique de x. Donc ça, c'est un polynôme sur maten auquel je rajoute une indéterminée qui est t. Et ce polynôme-là, je l'écris donc comme la somme pour i allant de 0 à n-1, de moins 1 puissance n-i, un certain delta i qui dépend de x, fois t puissance n. Donc c'est juste une façon d'écrire. J'ai pris la variable t, je l'ai mise en valeur et je vois devant elle un coefficient qui dépend de x. D'accord? Et en fait, ces coefficients qui dépendent de x, ils sont aussi polynomiaux. D'accord? Et ces polynômes-là, ils sont tous invariants, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont invariants? Ouais. Parle plus fort, pardon. Parce que quoi, il est invariant? Exactement. Prenez qui de gx, g-1 de t va être égal à qui de xt. Vous faites un changement de base dans le déterminant, vous savez que ça ne change pas la valeur du déterminant. Le déterminant est ce qu'on appelle un invariant de similitude. Vous avez déjà entendu ce terme? Invariant de similitude? Oh bah, c'est plein de vocabulaire pédant. Et donc ça, en particulier, ça implique que delta 0, delta n-1 sont des polynômes invariants. Delta 0, on a dit que c'était le polynôme au signe près, c'est le polynôme en face de rien, le polynôme constant. Donc en fait, c'est le déterminant. Et delta n-1, ça va être la trace. C'est le, on a factorisé par le signe, donc c'est ce qu'il y a en face du t puissance n-1. Et en fait, proposition qu'on peut admettre, mais ça aussi c'est un exercice,
Si vous prenez delta i de x, la somme, vous prenez des coefficients, vous choisissez des coefficients dans un n, et vous en choisissez n-i, d'accord? Par exemple, vous choisissez les n-i premiers, ça va mieux? Vous choisissez les n-i premiers, ou les n-i du milieu, ou les n-i de la fin. Vous faites tous les choix possibles, et vous calculez le déterminant de la matrice où vous allez conserver que ces coefficients. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends ma matrice, et je choisis... je choisis comme ça des lignes et des colonnes centrées sur la diagonale que je vais conserver, je supprime toutes les autres, et je calcule le déterminant de la matrice que j'obtiens. Et ça, je fais ça de toutes les façons à conserver n-i colonnes et lignes. Et bien ça vous donne delta i de x. Donc, théorème. Les polynômes invariants sont engendrés par les delta i. Et donc en fait, c'est le polynôme caractéristique qui encode la théorie des invariants de Maten pour l'action de GLM. Donc théorème. Je vais pas faire la preuve, hein, je vous rassure. Donc en fait, on a tous les outils. Je vais la faire à l'oral parce qu'on a tous les outils pour. Mais je préfère que vous posiez quelques questions avant de partir si vous avez envie. Donc je ne vais pas vous arrêter. Donc l'ensemble des polynômes invariants s'écrivent toujours, les polynômes invariants s'écrivent comme des polynômes aussi, mais vous remplacez les variables par les fonctions polynomiales delta 0, delta n. Donc un polynôme invariant, en gros, ici, par exemple, c'est delta 0 plus delta 3 au carré fois 4. Ça, c'est un exemple de polynôme invariant. Et si je multiplie par delta 1, j'obtiens encore un polynôme invariant. Tous mes polynômes construits comme ça sont des polynômes invariants. Et ce sont les seuls. Attends, il est quelle heure? 2 minutes pour une idée de preuve. J'ai encore une matrice compagne sous le nez. Où est-ce que vous lisez les delta i sur cette matrice compagne-là? Où est-ce qu'ils sont les delta i? C'est quoi les coefficients du polynôme caractéristique pour une matrice compagne? Les éléments de la dernière colonne. Les éléments de la dernière colonne. Donc les delta i, qui sont des fonctions a priori très compliquées pour des matrices quelconques, ils deviennent simples pour la matrice compagne. En fait, c'est les coordonnées. L'ensemble des matrices compagnes, c'est un espace affine. D'accord? Vous prenez cette matrice avec des coefficients 1 sur sa sous-diagonale et vous ajoutez l'espace vectoriel engendré par la dernière colonne. D'accord? Vous faites varier toutes les variables là. Et bien, ces polynômes compliqués, si vous vous restreignez à l'ensemble des matrices compagnes, ça devient bêtement des formes linéaires. Donc, si vous prenez un polynôme invariant, de matrice et vous le restreignez à ça, ben, un polynôme restreint à ça, il s'écrira forcément comme un polynôme en Léaï. D'accord? Puisqu'un polynôme, il dépend des coordonnées de la matrice. Donc, si vous prenez un polynôme invariant, qui sont invariants ou pas, vous le restreignez, il va forcément dépendre de ses coordonnées AI sur l'ensemble des matrices compagnes. Ensuite, c'est un polynôme invariant. Donc, il s'écrit comme une combinaison des AI sur l'ensemble des matrices compagnes. Donc, il s'écrit comme une combinaison de ces restrictions-là. Puisque sur l'ensemble des matrices compagnes, ces polynômes-là, leur restriction, c'est ces coefficients-là. Donc après, vous prenez l'orbite, vous prenez toutes les matrices semblables à les matrices compagnes. Comme le polynôme est invariant, ça va rester vrai. Vous allez rester égal à une combinaison, à un polynôme en les delta i. Ce qui était vrai sur les matrices compagnes va rester vrai sur l'orbite. Mais comme l'orbite est dense, je ne sais plus marqué, c'est pas grave. Si, c'est où? Ah, c'est là. Comme l'orbite est dense, cette égalité-là entre le polynôme invariant et un polynôme en les delta i, comme c'est vrai sur un ensemble dense et que toute cette expression-là est continue car polynomiale, elle va rester vraie partout. Et donc, par ce genre d'argument, vous montrez qu'un polynôme invariant est égal
appartient à cet ensemble-là. Et le contraire est trivialement vrai, parce qu'on a établi ça grâce à la remarque sur le déterminant, sur le polynôme caractéristique. Donc, je vous résume ce qu'on a fait, en gros. Donc, on a défini une action sur l'ensemble des matrices, qui est l'action de changement de base. On s'est posé la question, quels sont les polynômes définis sur l'ensemble des matrices qui sont invariants par cette action? Pour étudier ça, on s'est ramené à un sous-ensemble de matrices où les polynômes générateurs, ce qui vont être nos polynômes générateurs, sont des formes linéaires, qui sont en fait les coordonnées sur la dernière colonne, et par un argument de densité, enfin, déjà par un argument d'orbite, on a prouvé que c'était vrai sur toute l'orbite de cet espace affine-là. En gros, c'est comme si on l'avait fait tourner, cet espace affine, pour recouvrir une grosse partie de notre espace. Et comme on a recouvert quasiment tout, au sens où c'était ce que l'on a recouvert est dense, on a obtenu tous nos polynômes invariants. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous êtes heureux quand même? Oui. Des questions? C'est quoi les autres coefficients entre Le déterminant et la trace. C'est cela. Donc tu as le droit de me dire que tu ne comprends pas cette horrible notation. Est-ce que tu ne comprends pas cette horrible notation? Très bien. Par exemple, on peut prendre les matrices de taille 3 x 3. D'accord? Et regarder delta 2. Ça va être égal à A, B, D, A, plus A, C, G, I, plus plus F, H, I, pardon. J'ai pris tous les mineurs, tous les déterminants de taille 2 dans ma matrice qui sont centrés sur la diagonale. Je retrouve des morceaux de ma diagonale ici. Par exemple, j'aurais pu décider de prendre ce carré-là. Et ce carré-là, il aurait gardé qu'un seul élément de ma diagonale et ça n'aurait pas convenu. D'accord? Donc, tu fais ce genre de construction pour toute taille de matrice et pour tout I ici. Tu vois un peu mieux ce que ça veut dire? Donc ça vous donne l'allure des polynômes invariants. Vous avez un autre théorème qui est hyper important en théorie de vie pour donner les polynômes invariants. Si vous prenez toujours C maten, GNM, et ça va être isomorphe au polynôme à une variable invariant par permutation dans le groupe symétrique. D'accord? Ça, c'est le théorème de Chevalet. C'est un autre théorème que vous rencontrerez peut-être si vous faites les cours du professeur Testerman sur les algèbres de Lie. Donc, une autre façon de voir les polynômes invariants, c'est vous regardez en fait les matrices diagonales. Donc, ça, c'est des valeurs propres si on veut. Et vous regardez quelles sont les matrices invariantes par permutation des coordonnées. Et donc, par exemple, vous avez le produit de toutes les n coordonnées, c'est un polynôme invariant. La somme des coordonnées, c'est un polynôme invariant. Et vous avez aussi tous les polynômes symétriques. Et donc ça, c'est un autre théorème d'invariance qui est lié en fait à celui-là, puisqu'il y a un isomorphisme. Tu t'étires ou tu... Et sinon, si vous n'avez plus de questions, on peut s'arrêter là.